petite minute de présentation de Philippe Ciambaretta, qui est architecte de son état, comme chacun sait. Il a commencé par des études d'ingénieur, il est parti ensuite dans la finance, il a ensuite versé dans la vie d'artiste quelques années, pour finalement se retrouver à côté de Ricardo Bofill, dont il a été le bras droit pendant une dizaine d'années. C'est donc un praticien. Aujourd'hui, il construit pas mal de programmes, notamment de programmes tertiaires. Mais pour rester fidèle, je pense, à sa ligne de conduite, il a toujours plusieurs vies, puisqu'il a fondé un groupe de recherche qui s'appelle Stream, et qui produit notamment des publications tous les 2 ou 3 ans sur des thématiques comme les mutations urbaines de façon générale, les mutations dans le travail. On fait toujours des immeubles de bureaux, des grands immeubles de bureaux, alors qu'on parle de travail nomade, de coworking, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction en fait entre ces deux? Apparemment, il peut y en avoir une. C'est-à-dire que c'était une des questions qu'on se posait. D'ailleurs, le titre de notre livre, ça s'appelait After Office. Donc on se dit, est-ce qu'il y a un après le bureau? Est-ce que la Défense aura demain une friche tertiaire, grande friche tertiaire. Une grande friche tertiaire. Et en fait, on s'est aperçu que non. Et que bien au contraire, plus finalement on va vers un mode nomade, individualiste et libre, plus le bureau on l'a dans sa poche, plus on a besoin d'un lieu où se retrouver. De rencontres et de... Mais la raison d'être de ce lieu n'est plus la même. C'est un changement de paradigme qui fait qu'on vient plus là parce qu'on y est bien, parce qu'on est fier de travailler là, parce que c'est propice à travailler en groupe, à cette intelligence collective. Et donc, l'immatériel amène à un surinvestissement du physique et de l'architecture. Bon, un petit mot là-dessus sur les mutations du travail dont tout le monde parle aujourd'hui. Leur implication sur la conception architecturale extérieure et peut-être surtout intérieure d'un immeuble de bureau. On travaille beaucoup sur la programmation de toutes les parties communes, les rez-de-chaussée, les -1, les R+1, pour essayer d'inventer des histoires, d'inventer des fonctions, des programmes qui se rapprochent de plus en plus de l'hôtellerie. Le client, à la fin, c'est vraiment l'usager, c'est la personne qui travaille là. Ce n'est pas le patron de la boîte, c'est comme dans l'hôtellerie. Et la satisfaction du talent, c'est elle qui compte, pas celui qui a signé le bail. Donc ça, d'un seul coup, ça change un petit peu les choses. Même si ça a l'air un peu idéaliste ce que je dis, mais en fait, non, parce que dans ces immeubles au cœur de Paris, surtout ces immeubles, ces actifs assez chers, qui vont attirer des boîtes à forte valeur ajoutée, et c'est plutôt des gens qui sont en recherche de talents et essayer de les garder, et dans lesquels le fait d'être bien est une vraie valeur pour l'entreprise. Tu as gagné un concours dans Réinventer Paris, avec un immeuble assez étonnant, puisque tu réponds à la fois à une question relative à la nature et à des questions relatives tout simplement à la société. Est-ce que tout ça, c'est de nature de la sensibilisation? Est-ce que ce sont des gadgets médiatiques, etc.? Réinventer Paris, je pense que c'est une prise de conscience que personnellement je trouve intéressante de la part de la ville, qui était de re-questionner les méthodes de fabrique de la ville. Et comment on réinvente cette ville à un moment donné où il y a des mutations considérables qui s'opèrent, qui bouleversent beaucoup de choses, des secteurs économiques, qui bouleversent également la pensée dans toutes ses dimensions. Alors ça ne doit pas être du gadget, ça ne doit pas être juste du greenwashing, ça c'est clair. Mais je pense qu'on a dépassé cette étape du greenwashing qui a été un petit peu celui de la deuxième moitié des années 2000, où je pense que plus personne n'est dupe aujourd'hui, ne peut se satisfaire de juste planter quelques arbres et le tour est joué, quoi. Est-ce que la question de son propre langage est une obsession de Philippe Ciambaretta? C'est une obsession de ne pas en avoir. J'ai beaucoup plus envie d'être dans le process et que la forme soit une résultante évidente et forte de ce process que de partir de ça en disant, bon attends, comment je vais la faire à la Ciambaretta ou à la machin. Dans cet exercice qui me paraît essentiel de s'intéresser plus à qu'est-ce qu'on peut inventer pour la ville de demain et faire en sorte qu'elle soit vivable, je ne pense pas que ce soit un style qui soit la réponse. Si tu étais maire de Paris, quelles seraient les 4 ou 5 choses que tu déciderais pour rendre Paris plus conforme à ton propre idéal ou ta propre vision de la ville, finalement? Ouais, je crois qu'il y a un sujet qui, malheureusement, qui n'est pas dans le pouvoir de la mairie, mais qui est un des sujets peut-être plus nationaux et qui, pour moi, est un verrou pour tout ce qu'on peut essayer de faire, nous, fabricants de la ville, c'est du côté de la réglementation incendie.
Alors, je ne prends pas les choses par le petit bout de la lorgnette. Il y a des évolutions, des innovations, des changements très simples qui auraient un impact très positif. Je pense que des immeubles de 50 mètres de haut dans Paris, beaucoup de gens pourraient l'accepter. On ne parle pas de tours, d'IGH. Et ça, déjà, ça permettrait de créer de la mixité parce qu'on pourrait, sur des parcelles, en construisant un peu plus haut, rendre une opération faisable économiquement et donc pouvoir inventer des programmes qui ne le sont pas quand on n'a pas la masse critique. Comptes-tu bientôt te développer à l'international, au grand international? Non seulement j'ai envie de développer notre activité internationale parce que je l'ai fait beaucoup pendant 10 ans avec Ricardo et que donc c'est assez fascinant, c'est toujours très intéressant là aussi de voir comment, quand on parle de la fabrique de la ville, qu'on arrive dans un pays différent, une ville différente, c'est toujours une rencontre très locale, très culturelle entre les rapports du politique, de l'économique et du culturel. Moi, mon rêve, ce serait de pouvoir développer une activité internationale et ramener ce savoir à l'échelle du Grand Paris. Et on a devant nous un chantier, notre génération, avec ce Grand Paris qui est formidable. Merci à vous.